Bonjour à tous et bienvenue du coup, pour cette réunion sur la cybersécurité et pourquoi et comment sécuriser vos solutions IoT. Donc du coup, Digital 113 voilà, est à l'initiative de ce webinaire et du coup de cet accompagnement que l'on a appelé aussi Smart and Secure IoT. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà participé à des présentations de Smart and Secure IoT. Le programme est lancé déjà depuis 1 an. Et donc là, on refait une session de sensibilisation et de présentation de cet accompagnement-là. Hop. Alors, je vais... Donc, voilà un petit peu le programme du webinaire. Donc, déjà, je vais représenter Digital 113 parce que parmi les inscrits, on a des entreprises qui ne sont pas adhérentes du cluster. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Digital 113 et ses missions. Ensuite, Laurent Pellu, qui est le CEO de la société SCACI et qui est l'expert en cybersécurité pour cet accompagnement-là, fera une introduction sur pourquoi un label de cybersécurité pour l'IoT. Ensuite, on vous fera la présentation de l'accompagnement du label Smart and Secure IoT et de l'accompagnement proposé par Digital 113. Et ensuite, on aura un retour d'expérience par Jérôme Fenwick, qui est CTO de la société Synox et qui est déjà en cours d'accompagnement, qui a déjà réalisé le pré-diagnostic du label Smart and Secure IoT, qui pourra vous faire son retour et vous pourrez aussi lui poser ces questions donc, du coup, sur la fin de la session. Donc déjà, Digital 113, donc désolé pour nos adhérents qui nous connaissent déjà bien, mais il fallait refaire un petit point pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Digital 113, nous, on est l'association des entreprises du numérique en Occitanie. Notre mission, c'est vraiment de fédérer les acteurs du territoire, d'animer l'écosystème, de favoriser les synergies entre les différents acteurs, de donner de la visibilité aussi aux acteurs du numérique et de les accompagner aussi sur certaines missions de monter en compétence de leurs collaborateurs. Donc voilà, on est aussi organisme de formation et on a un ensemble d'actions qu'on va retrouver ici. On en a quelques-unes sur cette slide de façon très rapide. Voilà, on a des actions sur tout ce qui est innover, trouver des partenaires, s'inspirer. Donc là, on a les formats IDAD, qui est un consortium pour créer des consortiums interfilières pour répondre à des appels à projets. On a des projets en innovation dans tout ce qui est l'agriculture et l'agroalimentaire avec le projet DIVA. On organise aussi des grands événements comme le Green IT Day sur toutes les thématiques Green IT, IT for Green. Et après, on a aussi des missions sur tout ce qui est recruter, maintenir dans l'emploi les entreprises du numérique, faire monter en compétence leurs collaborateurs, donc comme je disais avec notre organisme de formation. Aussi toute une partie d'action sur comment faire du business en France et à l'étranger. Et ça, c'est souvent aussi en partenariat avec les autres acteurs d'Occitanie, donc comme ADOC, les agences de développement de la région. Et aussi travailler sa stratégie, obtenir des financements. Donc là, on a tous des programmes d'accompagnement sur ces sujets-là pour nos entreprises et nos adhérents. S'informer, réseauter, échanger. Donc là, on a des formats plus networking, donc qu'on fait aujourd'hui en visio. Le prochain sera aussi en visio, les networker en visio le 11 mars prochain avec notre Digital Apéro. Et enfin, se faire connaître, donner de la visibilité aux acteurs du numérique. On a l'annuaire de nos membres en ligne. On a voilà, plein de petits formats pour permettre à nos adhérents de se faire connaître et de se présenter. Voilà, un petit peu pour les actions de Digital 113 et pour qui on est de façon très, très brève. Mais pour remettre dans le contexte pour ceux qui ne connaissent pas encore. N'hésitez pas, entre-temps, si vous avez des questions, à prendre la parole et à vous interroger là pour y répondre. Hop, voilà, donc je vais te laisser la main, Laurent, pour faire l'introduction. Parfait. Bonjour à tous, merci. Donc, rapidement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur le label Smart and Secure IoT. D'abord, revenons à ce label cybersécurité et moi, en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur, ce que je mets en avant par rapport à ce sujet, c'est quand même l'avantage concurrentiel. L'objectif, c'est celui-là. C'est apporter aux adhérents Digital 113, à l'ensemble de l'écosystème régional Occitanie, finalement un avantage concurrentiel grâce à la cybersécurité. Mais quelques mots quand même sur la genèse de ce label. Il
Fondamentalement, ce label Smart and Security, il vient d'un programme de R&D qu'avait porté SCACI entre 2018 et 2019 dans un programme qui s'appelle READINOV, qui était financé par la région Occitanie, dans le cadre de la mise en place de la plateforme régionale de cybersécurité, de façon à s'adresser à l'ensemble de l'écosystème et proposer des moyens de monter en maturité sur ce socle-là, qui est important d'un point de vue économique et d'un point de vue technologique. Donc, nous, on avait monté un programme de R&D qui avait plusieurs livrables, dont un qui était un objectif de réfléchir finalement à un set d'exigences, donc un référentiel, pour ne pas le nommer, un ensemble d'exigences de cybersécurité qui pourrait être appuyé ou proposé à l'ensemble de l'écosystème local de façon à leur faire franchir une première marche. Parce que nous, notre constat en tant que spécialiste de la cyber, c'est que fondamentalement, des fois, on trouve et on croise des entreprises ou des acteurs qui sont à très bon niveau de cybersécurité, mais généralement, ce n'est pas malheureusement le cas. Et donc, il y a encore beaucoup de travail. Et on constatait aussi une deuxième chose, c'est que quand la marche est trop haute à franchir, fondamentalement, les entreprises ne la font pas et ne font pas l'effort de s'impliquer dans la cybersécurité sur leurs produits. Et ça pose d'autres problèmes parce que malgré tout l'intérêt technologique que peut avoir une solution IoT, que ce soit au niveau du produit, au niveau du back-end, au niveau des traitements, etc., fondamentalement, au bout d'un moment, vis-à-vis de certains acheteurs, si jamais ça compromet ou ça risque de compromettre son système d'information ou ses moyens, il y a refus et donc c'est du temps perdu si jamais vous ne pouvez pas vendre. Donc l'idée, elle est là. Elle vient directement de ce projet de R&D que nous-mêmes, on avait appliqué à notre propre composant IoT qu'on peut avoir issu de la société SmoothLab qu'on avait réintégré dans nos activités. Et on avait développé ce projet en partenariat avec une boîte qui s'appelait Intessence à l'époque, qui disposait de capteurs spécifiques utilisés au bénéfice d'acteurs du ferroviaire et de mesures sur les composants électriques. Donc, on a déjà eu des cas d'application dans ce sujet. Fondamentalement, l'objectif de ce label, et vous allez le voir quand on va le décrire, c'est d'amener les entreprises à être conformes à un premier niveau de cybersécurité qui est déjà de bon niveau, de bonne facture, sans pour autant être trop complexe. Donc, c'est ni trop, mais ni trop peu non plus. D'accord ? C'est pas, avec d'autres mots, je dirais que ce n'est pas énormément de travail, mais quand même, il y a tous les fondamentaux qui vont être traités. D'accord ? Ce n'est pas des milliers d'heures de travail derrière pour se mettre en conformité, une révolution technologique, ni process, ni sociétale, etc. Par contre, il y a quand même un minimum de travail sur le sujet. Pourquoi ? Parce que l'objectif derrière tout ça, c'est de la confiance que vous allez apporter si jamais vous bénéficiez de ce label au bénéfice de vos acheteurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis surtout, le label, il s'applique sur la totalité du système. On va le voir un petit peu plus tard, donc je ne détaille pas plus, mais ça veut dire que soit vous avez la totalité d'une chaîne IoT à considérer, c'est parfait, soit vous avez juste une portion, mais le label, il s'applique aussi sur la portion, et on détaillera comment. Voilà. On va passer sur ce premier point. Mais je voulais quand même insister, si on passe sur le slide d'après, sur pourquoi je dis que disposer d'un label cybersécurité, c'est un avantage concurrentiel d'un point de vue business. Typiquement, je vous ai fait un extrait. Là, j'ai regardé 3-4 appels d'offres que nous, on a reçus, sur lesquels on répond, autant sur les activités produits que sur les activités d'ingénierie cybersec, pour vous montrer un peu ce qui ressort systématiquement aujourd'hui sur des appels d'offres, essentiellement en orientation B2B et principalement quand même sur des donneurs d'ordre qui sont de taille suffisamment conséquente pour que ces marchés-là nous intéressent tous, qu'on a envie de rebondir et de vendre un paquet d'activités auprès de ces acteurs industriels. Donc, j'ai pris dans les 3 appels d'offres, les 3 derniers appels d'offres sur lesquels on a répondu et qu'on est en train de traiter, un industriel automobile. Donc, c'est en anglais parce que forcément, c'est des écosystèmes et c'est des activités, des systèmes qui sont internationaux. Sur un système trucks et automotive, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande effectivement de pouvoir provoquer et proposer un soutien aux clients pour tout ce qui est engagement sur la mise en place de mécanismes de cybersécurité sur tout le cycle de vie du projet et le cycle de vie du produit. Donc, ça veut dire que fondamentalement, quand nous, on est fournisseurs, autant de prestations de services que de produits ou de services managés, type SaaS, etc., il faut être capable de démontrer à notre client que on va correctement lui fournir des éléments de cybersécurité qui vont s'intégrer dans son dispositif qui est lui-même cybersécurisé. Si jamais vous ne respectez pas cette exigence qui est fournie avec l'appel d'offres, vous n'êtes pas capable de montrer patte blanche, à partir de là, c'est une cause de rejet. Et donc, vous ne pouvez pas vendre votre produit, vous ne pouvez pas vendre votre service, vous ne pouvez pas vendre votre activité SaaS, votre intelligence IoT aux clients. Donc ça, c'est un premier exemple sur l'industrie automobile. Switchons de secteur, secteur des moyens de paiement, carte de paiement, équipements électroniques qui permettent de
de gérer une transaction de paiement, équipement qui permet de capter de l'activité pour déclencher une monétisation par derrière, type d'engagement qu'on nous demande, bah, il faudra garantir qu'effectivement on met en place un mécanisme en temps réel sur tous les événements de cybersécurité qui peuvent se remonter. Ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir de façon courante. Donc, ça peut être plus ou moins creusé, ça peut être juste être capable de détecter des incidents et savoir les remonter aux clients, ça peut être complètement outillé pour pouvoir fournir des solutions de détection ou autres. Donc, on a un niveau de maturité, mais fondamentalement, l'exigence, si jamais vous n'êtes pas capable de montrer un premier niveau de réponse, ben vous êtes hors des clous, donc vous ne pouvez pas répondre. D'accord? Troisième exemple, Angélique, sur un secteur nucléaire. Donc là, je prends un autre exemple, c'est un appel d'offres qui est un appel d'offres franco-espagnol. Et à partir de là, ce qu'on nous demande, ben, effectivement, ça, c'est des cas réels, hein, ce n'est pas les exigences qui sont bien labellisées, on ne sait pas exactement ce qu'il faut fournir. Et donc, l'industriel en face, il vous dit ah ben, nous, on veut que vous soyez conforme à toutes les normes internationales. Autant vous dire que c'est quand même très costaud et qu'il n'y a qu'un grand groupe avec moult investissements pendant plusieurs années qui va être capable de démontrer sa conformité sur ce sujet. L'idée, c'est justement de s'appuyer sur un premier label pour dire là, c'est extrêmement vague, mais nous, regardez, on a déjà cet élément de preuve. C'est le label Smart & Security qui nous démontre déjà qu'on a ça. Donc, monsieur, déjà, je vous apporte une première garantie pour pouvoir mettre en place un POC. Et puis, effectivement, on creusera plus précisément les exigences que vous demandez si jamais, effectivement, le POC, vous voulez le confirmer en opération et en vente directe. Voilà. Donc, l'objectif de ce label, c'est être capable, si jamais vous êtes conforme, de démontrer à vos clients que vous êtes capable de l'apporter à un niveau de confiance qui ne freinera pas la possibilité de vente, mais aussi d'être différenciant par rapport à un concurrent qui, lui, disposera peut-être d'une technologie équivalente, mais qui introduira peut-être des risques dans la connexion avec le système d'information de votre client. Et ça, c'est un facteur différenciant. Donc voilà l'objectif avec ma vision fondateur, ma vision business du sujet. Il y a notre objectif qui est la montée en compétence de vos équipes, la montée en maturité, éviter que derrière que votre entreprise, votre produit soit attaqué, etc., etc. On va le détailler un petit peu plus loin. On passe à la deuxième partie, je vous propose. Alors avant, peut-être, je ne me suis pas présenté. Donc moi, je suis Laurent Pelu, je suis le fondateur des sociétés du groupe, ce qu'on appelle le groupe SCACI. Et SCACI en structure d'ingénierie en cybersécurité, qui est basée en France et en Espagne. Phosphorea, qui est basée sur du e-learning, gagné de learning en cybersécurité. La petite dernière que j'ai créée l'année dernière, qui est June Cybersec Factory, qui distribue qu'un éditeur de logiciels spécialisé en cybersécurité. Et fondamentalement, bon, contrairement à ce que dit Angélique, c'est pas moi qui réalise les opérations d'audit, c'est mes experts techniques qui sont dans mes équipes. Mais aujourd'hui, du fait typiquement d'un acteur de mon équipe qui devait présenter, qui anime techniquement le sujet, mais qui est en arrêt maladie, je vais prendre le relais pour présenter la phase suivante. Et puis pour Sarah, il est quand même un peu technique. Normalement, on devrait pouvoir échanger sur des questions un peu poussées tous ensemble. Dernier point, avant de passer au contenu, on ne part pas from scratch de ce sujet. Nous, on l'a appliqué et on le déroule. Là, on a cité quelques cas où on a pu dérouler des audits similaires, s'appuyant sur une base un peu plus poussée, certes, que le label Smart & Security, mais les besoins, ils sont bien présents. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Le marché, il a vraiment besoin de monter en maturité. En fait, moi, je vous encourage très fortement à passer ce label parce que, d'une part, ça apportera un avantage concurrentiel, mais ça sécurise aussi votre patrimoine et vos actifs d'entreprise. Voilà. Maintenant, on rentre dans le sujet concret du label. Concrètement, c'est quoi? Donc, on va vous fournir, l'idée, c'est que vous subissiez tout un cycle, vous soyez accompagné sur tout un cycle, vous fassiez des efforts sur tout un cycle pour arriver in fine à être conforme à un label et que derrière, il y ait le tampon qui dit « Ok, telle société a bien été animée ». Pourquoi est-ce que vous faites ça et quel va être l'argumentaire que vous allez pouvoir présenter? C'est qu'effectivement, vous le savez comme moi, au quotidien, dans toutes les actualités, on voit bien qu'il y a des attaques en permanence. Ça, c'est un secret pour personne. Il y a une grosse montée en maturité quand même sur la sécurisation des systèmes d'information de manière générale, classique, etc. Mais fondamentalement, on le sait bien, parce qu'on est tous acteurs du sujet, qu'il y a quand même beaucoup de composants qui sont insuffisamment sécurisés en frontal, par le biais de produits, par le biais de services, et que ces composants qui sont sur une chaîne IoT, quand ils sont raccordés à un système d'information métier, peuvent être un vecteur assez important de propagation d'attaques et donc de compromission. Et il serait dommage quand même que tout l'effort qui a été porté sur la sécurisation des systèmes d'information soit compromis
par un manque de rigueur et un manque d'investissement sur la sécurisation des composants IoT en amont. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir sécuriser ce dispositif. Et donc, c'est un socle d'exigences qui sont un ensemble d'exigences techniques, mais aussi organisationnelles et process, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous faites que du technique, vous ne faites pas le process organisationnel, vous n'irez pas bien loin. Et si vous faites que du process, mais vous n'implémentez pas d'un point de vue technique, vous ne ferez qu'une partie du job. Donc, il faut vraiment les deux. Et l'idée, c'est aussi que ce label il soit porté par un tiers externe. Ça, c'est fondamentalement important. Ce n'est pas SCSI qui porte le label, c'est Digital 113. Digital 113 a déjà l'habitude de porter des labels de mise en conformité et qui apportent un plus d'un point de vue positionnement business. Je pense notamment au label Cloud, qui est porté par Digital 113, qui a déjà fait ses preuves auprès d'un ensemble d'acteurs pour démontrer qu'effectivement, dans la maturité de gestion du cloud, dans la maturité de la cybersécurité du cloud, les entreprises qui disposaient de cette labellisation avaient un niveau qui était déjà relativement intéressant. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est qu'un tiers de confiance qui s'appelle Digital 113, qui est reconnu pour son indépendance haute, porte ce sujet. Et c'était un objectif de mes entreprises qu'effectivement, ce livrable, il serve à la communauté et on puisse capitaliser et l'offrir au bénéfice de l'écosystème. Donc, on a ce label et on a le labellisateur qui est Digital 113. Maintenant, à quoi s'applique ce label? Il s'applique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ensemble de la chaîne IoT, donc pas uniquement aux produits. Donc, on a en haut à gauche l'objet connecté IoT, peu importe ce qu'il fait. Autour de la table, il y a différents acteurs qui proposent des solutions qui sont sur des sujets qui peuvent être, qui se superposent un peu, mais qui sont aussi, en l'occurrence, là autour de la table, qui sont assez différents. Ce composant IoT, il est connecté par une solution de connexion type réseau par onde, type réseau traditionnel, etc., pour pouvoir véhiculer l'information qu'il a collectée. Il l'amène à un data center. Au niveau de ce data center, il y a des mécanismes d'exploitation, de l'infrastructure et de l'intelligence. Et puis, cette intelligence, elle est mise en forme via le visuel que vous offrez dans vos technologies au niveau d'un mobile, au niveau d'un PC, etc., et qui interagit également avec le composant. Donc ça, c'est l'ensemble de la chaîne IoT et le label, il s'applique à l'ensemble de la chaîne IoT. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Si jamais vous ne couvrez qu'une partie de la chaîne, effectivement, on y répond. Okay. Comment se positionne ce label aussi? Donc ça, c'est le slide que vient d'afficher Angélique. Il y a plein de labels sur l'IoT. Si jamais vous faites un peu de veille, vous verrez qu'il y en a un paquet avec des niveaux de maturité différents. Si jamais vous débutez d'ores et déjà aujourd'hui la mise en conformité en cybersécurité IoT, si jamais vous voulez vous rendre conforme à un label ANSI ou un CIS, il va y avoir un peu de boulot, beaucoup plus de boulot. Mais l'enjeu est trop important. Enfin, si l'enjeu est très important et que vous disposez de beaucoup de moyens financiers, pas de problème. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire parce que ça va occuper beaucoup vos équipes, parce que vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas les moyens financiers, pas les équipes disponibles, etc., et que vous êtes focus sur la délivrance de votre produit et la recherche de marché, ne vous lancez pas dans ce type de référentiel, ça ne sert à rien. D'accord ? Ce qui est important, c'est de franchir la première marche qui vous permettra plus tard d'aller vers ce niveau dans le site CIS. Deuxième chose, c'est qu'il existe tout un ensemble aussi d'autres référentiels, type QS qui est poussé par Digital Security et d'autres, on l'a cité parce qu'ils ont sorti leur label à peu près en même temps que le nôtre. Moi, ce que je mets en perspective, c'est que certainement des très bons labels. Moi, ce qui m'importe dans le label Smart & Secure IoT, c'est qu'il est porté par un tiers. Et le fait qu'il soit porté par un tiers apportera une caution du fait du comité de labellisation qui est indépendant. D'accord ? Donc, c'est là où on voit comment se positionne Smart & Sécurité par rapport aux référentiels qui sont dessus. Alors, juste 30 secondes, Angélique, sur voilà. Il y a aussi les bonnes pratiques que vous appliquez déjà certainement au niveau technique, qui sont les OWASP ou autres que vous devez connaître, qui drainent un peu le B.A.-BA, le minimum syndical qui doit être traité sur tout projet technologique pour pouvoir intégrer les mécanismes de protection qui sont évidents. Mais notre projet va quand même au-delà de ça. Voilà comment se situe cette première marche à franchir qui m'apparaît important pour structurer cette démarche de cybersécurité sur une chaîne IoT dans vos entreprises. Voilà, donc on peut passer au slide d'après. Pour pouvoir faire un bilan un peu des bénéfices du sujet, même si ça fait paraphrase, mais la synthèse est importante. C'est surtout le regard client que vous allez offrir. À travers un label, vous allez démontrer déjà que vous êtes dans une démarche où vous considérez ce facteur cybersécurité, ce qui va alerter votre prospect, votre client, vos contacts, comme quoi le mécanisme, la démarche de cybersécurité, elle est déjà intégrée dans votre entreprise, peu importe le niveau de maturité, mais déjà, vous avez des dispositifs qui sont en place. Deuxième chose, vous allez pouvoir d'ores et déjà lui montrer tout de suite, en premier contact, que vous avez un niveau minimum.
Et ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant pour votre client, votre prospect, pour pouvoir considérer le fait que si jamais vous mettez en place un POC, au moins, ça ne sera pas une passoire vis-à-vis de votre propre relais pour rebondir sur un SI métier. Il a un certain niveau de confiance qui peut lui être accordé. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir déjà offrir ce niveau-là et avoir ce dispositif, ce ROI, pardon, au niveau commercial dès le début. Deuxième chose aussi, c'est que par le biais du label, vous allez travailler sur votre processus cybersécurité, vous allez travailler sur des documents cybersécurité, qui fait que quand on revient aux exigences que j'ai montrées dès le début, vous aurez de la matière qui sera déjà rédigée. Donc là où il tombe, vous savez comme moi que quand les AO tombent, les demandes tombent, on a 15 jours pour répondre. C'est le feu. Donc si jamais les trucs ne sont pas déjà rédigés, bah, c'est déjà trop tard. Vous allez faire du brouillon et ça ne sera pas satisfaisant, vous allez être mal noté par rapport à la vente. Donc là, vous aurez déjà initié cette démarche, vous aurez déjà rédigé les documents, donc vous allez faire des copier-coller pour pouvoir répondre aux exigences et ça sera de bonne qualité. D'accord ? Et en plus, vous disposerez du label de façon à pouvoir apporter une preuve. Ça ne sera pas qu'un discours, ça sera une preuve. D'accord ? Et en plus, ben, il y a une durée de label quand même qui sera relativement intéressante puisque ça durera 3 ans. Voilà. Maintenant, plus concrètement sur le label, je ne vais pas rentrer dans les exigences, mais globalement, je rentre sur les thématiques que couvre le label. Vous voyez qu'il est à peu près global. Hein. On traite autant du technique que de l'aspect process. Donc, il y a la problématique des risques et processus, parce que fondamentalement, si vous ne gérez pas ce sujet-là correctement, bah derrière, vous ne pouvez pas mettre en place des mécanismes technologiques pour pouvoir les couvrir. Il y a la problématique de tout ce qui est accès, autorisation, mise à jour, le secure by design, donc la réflexion de comment vous allez intégrer la sécurité dans la conception dès le début et dans l'implémentation du produit, hein, autant sur le composant IoT que sur l'intelligence qui est positionnée sur le data center. Et puis, il y a toutes les parties un peu qui sont socles transverses, parce qu'un composant d'IoT, il va aussi manipuler de la data, qui peut être éventuellement de la data personnelle. Donc, à partir de là, il y a la problématique de RGPD, et puis il y a éventuellement les conformités électriques pour pouvoir l'intégrer à un dispositif industriel. Donc, on voit aussi le volet RAID, mais dans la limite de ce qui est nécessaire pour franchir cette première étape, etc. etc. Voilà. Donc, c'est un package à 360 degrés, ni trop complexe, mais quand même avec le niveau de maturité qui est important d'obtenir. Okay. Un point important quand même à préciser, c'est que fondamentalement, la cybersécurité, vous faites cet investissement parce que vous avez un client qui est B2B avec des volumes qui sont intéressants. Si votre marché, c'est un marché qui est en B2C avec le critère d'achat, c'est vraiment le prix le plus bas possible avec le minimum de fonctionnalités, mais qui fait juste le job, bon, dans tous les cas, vous allez vous interroger par rapport au coût de la cybersécurité sur ce sujet. Donc, vous allez y réfléchir et peut-être que le label ne sera pas approprié pour vous parce que ce n'est pas un élément différenciateur. Mais dès lors que vous touchez en B2B sur des environnements industriels avec des grosses donneurs d'ordre, il ne faut surtout pas hésiter, il faut disposer d'un label, sinon vous serez toujours hors des clous par rapport aux exigences de vente. Voilà. Slide d'après, Angélique. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter le processus de labellisation. Donc, comment ça se déroule. Donc, aujourd'hui, on est sur la sensibilisation. Donc, cette première réunion, un petit peu pour vous présenter et que vous compreniez mieux le processus. Ensuite, la prochaine étape, c'est que l'entreprise candidate pour entrer dans l'accompagnement. Donc, à savoir que nous, on porte ce label. Il est aussi, en fait, c'est un label qui est initié par un ADEC, c'est une action de développement de l'emploi et des compétences qui est cofinancée par la Direct. Donc, nous, on a fait cet appel auprès de la Direct pour obtenir des financements sur l'accompagnement de ce label et proposer aussi des tarifs intéressants aux entreprises. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est nous qui le portons pour obtenir ces avantages-là aux entreprises. Mais pour revenir au processus de labellisation, donc voilà, l'entreprise candidate auprès de Digit13 pour rentrer dans l'accompagnement. Et ensuite, il y a un pré-diagnostic qui est établi par SCACI avec l'entreprise candidate. Ce pré-diagnostic va pouvoir faire un état des lieux du niveau de maturité de l'entreprise en termes de cybersécurité dans son IoT. Et il y aura une proposition de programme de travail avec des formations à action qui seront proposées pour arriver au bon niveau de maturité pour ensuite présenter un dossier de candidature au label. Voilà. Donc, il y a toute la préparation après les travaux en interne. Donc, l'accompagnement de Digital 113, nous, on fait tout l'accompagnement au niveau administratif, au niveau du suivi des entreprises et puis l'accompagnement technique par SCACI.
Voilà. Ensuite, une fois que l'entreprise a bien travaillé sur sa mise en conformité, sur tout le référentiel et a fait tous ses travaux en interne, il y a un diagnostic de labellisation qui est réalisé par SCACI pour voir si le travail effectué permet de présenter le dossier à la candidature auprès du comité de labellisation. Voilà. Et le comité de labellisation, c'est un comité qui est constitué par Digital 113 et qui sera composé d'entreprises expertes en cybersécurité, mais qui sont des tiers différents de tout le processus initial. Voilà pour le processus de labellisation. Ensuite, une fois que vous êtes labellisé, vous obtenez un label, un certificat qui est reconnu et qui pourra être partagé et que vous pourrez diffuser, vous, sur votre site avec le logo. Vous aurez le certificat qui aura une preuve et qui sera une preuve et une validité. Et vous retrouverez aussi, pour avoir des outils de vérification de cette validité-là, toutes les informations restent sur le site de Digital 113. Donc, nous, on est un acteur reconnu par la région, par l'État, etc. Donc, du coup, toutes les informations seront sur notre site et vous aurez la preuve de la validité de ce label-là pour le démontrer à vos clients, aux donneurs d'ordre, etc. Ouais, pour appuyer ton discours, Angélique, hein, ce document, ce certificat, il est relativement important parce que plus qu'un discours, c'est une preuve. Et ce qu'apprécient nos clients, nos acheteurs, etc., fondamentalement, hein, c'est qu'il y ait de la confiance et qu'on va partir d'une preuve, c'est quand même nettement plus intéressant qu'une réponse qui est on mettra en place un moyen qui garantira la couverture de telle exigence. Ça, ce n'est qu'une promesse. Là, c'est une preuve. Donc, c'est beaucoup plus fort. Voilà. Voilà, tout est déjà fait, tout est déjà acté. Il y a tout qui est la preuve. Voilà, ensuite, l'accompagnement à proprement parler. Donc, l'accompagnement avec Digital 113, pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, comme on l'a vu, il y a tout le pré-diagnostic avec le programme de maturité. Et ensuite, il y a suite au pré-diagnostic, il y a différentes étapes de formation. Donc, il y a une formation initiale e-learning pour mettre un petit peu à jour certaines compétences en fonction de ce qui a été dit au pré-diagnostic. Donc, il faut savoir, le pré-diagnostic, il y a un livrable qui est proposé à l'entreprise avec toutes les recommandations sur le niveau de maturité. Et en fonction du niveau de maturité, l'entreprise peut arriver à différents niveaux de formation, prendre différentes formations-actions pour ensuite se mettre à niveau. Donc, les formations à distance, les formations en présentiel, pour l'instant, on espère pouvoir en faire, mais bon, pour l'instant, c'est pas vraiment possible. Et ensuite, le diagnostic de labellisation par SCACI et enfin la labellisation avec le comité de labellisation. Ensuite, pour la partie financement, donc comme je l'expliquais, c'est un dispositif qui est soutenu par la Directe et qui finance 50% des coûts de la formation pour les PME participantes. Donc, il faut savoir qu'il faut répondre aux critères juste d'être une PME de moins de 250 salariés pour bénéficier des tarifs. Après, vous pouvez très bien prendre l'accompagnement, mais vous ne bénéficierez pas des tarifs réduits de la Directe. Voilà. Le reste à charge, il peut aussi faire l'objet d'une demande de financement auprès de votre pro. Donc voilà, donc sous réserve d'éligibilité. Donc ça, c'est à vous de faire la demande et de vérifier si les 50% restants à charge sont finançables par votre pro. Donc, comme vous le voyez sur le tableau, la partie pré-diagnostic, il reste quand même à charge 50% parce que ça ne fait pas partie de la formation, donc ça ne pourra pas être pris en charge par votre pro. Par contre, tout ce qui est formation initiale, formation action, tout ça peut être pris en charge à 100% si vous faites les demandes qu'il faut. Et enfin, la labellisation, donc là, pareil, elle est prise à 50% par la Directe et il vous restera 50% à charge, car ça ne peut pas, c'est pas une formation, ça ne peut pas être pris en charge non plus par votre co. Voilà pour la partie financement. Ensuite, sur le programme de réalisation, donc un petit peu... donc, les pré-diagnostics, ils devront être réalisés entre le mois de mars et le mois d'avril. Et ensuite, il y aura toute la partie formation d'action sur 3 mois, avril, mai et juin, pour ensuite une labellisation en juillet. Donc, il faut savoir que ce planning-là, aujourd'hui, il ne sera pas décalable parce qu'on est sur la fin du programme. On a déjà
Donc voilà, le programme se clôture en septembre et il faut que ces formations pour garder en fait le financement des 50%, soient finies sur juillet-août. Voilà un petit peu. Maintenant, je vais les donner la parole à Jérôme Penwick qui va pouvoir nous faire son retour d'expérience sur déjà le prédiagnostic. Non, c'est bon. Désolé, j'ai un petit peu de lag sur le micro. Donc, oui, mais bonjour à tous. Mais effectivement, je suis parti, je pense, de la première promotion sur cette première année de la démarche. Donc, je présente Synox très rapidement pour comprendre pourquoi on s'est engagé dans cette démarche. Donc, nous, on est éditeur de plateformes IoT. Donc, on est justement en plein centre de ces problématiques de cybersécurité, aussi bien pour nous que dans l'accompagnement de nos clients qui utilisent nos plateformes. Donc, c'est vrai que la sécurisation de l'IoT, nous, c'est quelque part notre marque de fabrique. C'est un des points forts qu'on met en avant pour convaincre nos clients d'utiliser nos plateformes dans le déploiement des projets IoT. Donc, on pourrait se poser la question de pourquoi s'engager dans cette démarche de labellisation. Donc, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'arguments qui sont convergents. D'abord, effectivement, d'être labellisé, ça permet de rassurer nos clients et d'avoir cette certification par un organisme extérieur que nos plateformes sont conformes, en tout cas au niveau d'exigence du référentiel qu'a mis en place SCACI. Mais ça nous permet aussi forcément de progresser, parce que même si de notre expérience, on pense avoir fait beaucoup de choses pour la cybersécurité des solutions IoT, c'est toujours bien d'avoir un point de vue extérieur qui nous permettent d'améliorer notre démarche et de voir les points qui restent à faire, et le chemin qui reste à parcourir, être sûr qu'on est vraiment à jour sur les dernières technologies ou sur les derniers must-have de la cybersécurité. Donc voilà, pour nous, c'était effectivement important, et ça nous permet d'avoir ce rapport extérieur, parce qu'on est souvent audité, soit audité par des clients existants qui veulent partir sur nos solutions, enfin, des clients à venir ou des clients existants qui utilisent nos solutions. Donc, pour nous, c'est un coût important de subir un audit d'un client, comme on est en train de subir un audit par SCACI. C'est beaucoup de temps. Donc, le fait d'être labellisé, ça permet de dire c'est peut-être pas la peine, parce que effectivement, on a déjà fait le travail avec une société externe. Donc, nous, ça peut nous permettre de gagner du temps. Et puis, pour tout ce qui est réponse à appel d'offres, etc., effectivement, c'est pour nous aussi un gage de pouvoir mettre en avant cette certification. Donc, on est vraiment au tout début du processus. On a eu notre pré-diagnostic qui a eu lieu sur le mois de décembre. Effectivement, qui permet, de nous rassurer, d'être quand même, on était confiants, mais on doute toujours un peu quand on subit un audit. Donc, ça nous permet, ça, c'est pas la moindre des choses, ça nous permet d'être rassurés sur les solutions de sécurité qu'on a mis en place. Voilà. Et puis, ça nous donne aussi des premiers axes d'amélioration, parce qu'il y a toujours à améliorer. Il faut savoir rester humble avec ça. Et donc, on languit la suite du process, justement, sur tout ce qui est formation, action, pour nous accompagner sur les petits points qui sont améliorés sur notre infrastructure et sur nos solutions. Voilà pour le témoignage. Celui que Laurent, je ne sais pas si vous avez des questions, des points que vous voulez que je développe en particulier. Merci Jérôme. Je ne sais pas s'il y a des questions après aussi. On va peut-être laisser d'abord les participants réagir. Peut-être le temps qu'ils réagissent, sinon, moi j'en ai une première. Hein. Mais fondamentalement, Jérôme, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le fait que les exigences, quand même, ou en tout cas les niveaux de maturité, ils peuvent être autant technologiques que process organisationnels, parce que la cybersécurité, c'est un ensemble cohérent, quoi. Ce n'est pas que l'un ou que l'autre.
Oui, oui, tout à fait. Donc, le référentiel est justement bien complet sur tous les niveaux et on passe, je dirais, à la limite, plus de temps sur les process que sur les parties techniques. Ce qui est enfin, en tout cas, ce qui a été le cas pour nous parce qu'on a une société technologique. Donc, effectivement, technologiquement, on était plutôt, bien pourvus. Mais c'est sur quelques process où on pêche un peu, où on n'avait pas la notion ou alors, des fois, on perd l'attention aussi sur le pas autant sur le process que sur son bon déroulement et sur sa bonne tenue dans le temps. Donc ça fait de bons rappels. Donc c'est effectivement un tout, hein, parce que, la cybersécurité, c'est pas qu'une affaire de technologie, c'est aussi la manière de la mettre en œuvre et de la respecter tous les jours. Donc c'est, effectivement très important, hein, d'autant plus que, bah, voilà, on ne fait pas de la cybersécurité que pour nous. Nous, on offre une plateforme où les clients, nos partenaires device makers viennent intégrer des objets. Donc, il y a tout ce process, je dirais, d'intégration avec les fabricants d'objets, et avec les utilisateurs de la plateforme, les plateformes tierces à intégrer. Donc, le spectre est assez grand sur les process à respecter aussi pour ouvrir nos plateformes vers l'extérieur. Donc, je ne sais pas si je vois une question sur le chat. Question, oui. Ouais, alors, une idée du nombre d'heures à investir sur le prédiagnostic et la formation. Alors, je suis qu'au prédiagnostic, donc on a toujours peur que ça prenne un peu de temps. Alors, je pense que le temps va dépendre aussi du niveau de maturité. Donc, c'est sûr que s'il faut rentrer dans le détail, enfin, on rentre dans le détail, mais bon, je pense que s'il y a beaucoup de points à approfondir dès le prédiagnostic voilà, sur un niveau de maturité qui peut être assez bas, je pense que le temps va dépendre de ça. Nous, c'est, alors je dirais aller assez rapidement. Je pense alors il y a eu 3-4 séances de travail qui ont été décrescendo sur le prédiagnostic avec, je dirais, la première qui est toujours éprouvante, hein, 4-5 heures d'audit sur la globalité. Et puis, on garde des points sur lesquels il y a forcément des réponses à apporter, à aller chercher auprès des équipes. Donc voilà, donc je dirais qu'en 3-4 séances, entre 4 et 2 heures, voilà, entre 6 et 10 heures, je pense que le prédiagnostic est fait, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. Et après, sur la formation, mais bien sûr, ça va dépendre aussi de tout l'accompagnement qui est personnalisé par rapport au plan d'amélioration. Donc là, je ne peux pas encore répondre. Je ne sais pas si toi, Laurent, tu dois avoir plus de. Ce qu'on peut apporter comme complément, on va sur les formations actions. Bon, il y a un sujet il y a une première étape liée autour du e-learning. Pourquoi? Parce que forcément, on va constater des niveaux de maturité différents, des maturités basses, des maturités hautes, mais on va aussi avoir des maturités hautes technologiques et basses d'un point de vue process, ou l'inverse, des maturités très, très fortes côté process et très faibles côté technologique. Donc, en fait, on a un écosystème qui peut être totalement disparate. L'avantage du sujet qui est proposé à travers le e-learning, c'est d'apporter les compétences pour permettre à tout le monde de monter à un certain niveau. Et derrière, on va enchaîner les formations actions. Les formations actions, c'est le fait qu'on puisse se retrouver, alors présentiel ou pas, on verra bien avec les contraintes Covid ce qu'on a comme contraintes, mais qu'on puisse, sous couvert de la confidentialité et tout ça, qu'il y ait un travail de groupe sur des sujets très particuliers pour pouvoir apporter des réponses à des non-conformités qui persistent ou des problèmes appliqués. Parce qu'on va s'enrichir et vous allez vous enrichir aussi de l'échange et de l'interaction qu'il peut y avoir avec les autres acteurs qui seront autour de cette formation action. Donc l'idée, c'est bien celle-là, c'est de se regrouper, d'avoir cet échange, d'apporter des réponses. Ensuite, vous allez intégrer cette nouvelle information, cette nouvelle connaissance et l'intégrer. Et puis, comme ça, globalement, vous allez monter en maturité pour être capable de répondre aux non-conformités qui persistent. Et naturellement, vous devriez arriver à couvrir l'ensemble des non-conformités pour qu'in fine, SCACI puisse dire OK, nous, ça nous semble bien, les réponses sont propres, vous êtes capable d'argumenter, on peut soumettre votre candidature au comité de labellisation et ça devrait bien se passer. Ce qui est intéressant aussi au passage, c'est que fondamentalement, vous allez avoir des interactions ou autres, donc vous allez jouer le discours et les arguments, et c'est-à-dire que la prochaine fois vous êtes en soutenance, vous êtes déjà préparé à ce type d'exercice aussi.
Alors, on a une autre question. La partie audit contient-elle de l'aide à l'analyse de risque? Alors, ce qu'on va faire sur la partie analyse de risque, il n'est pas du tout prévu le fait de faire une analyse de risque formelle. Par contre, comprendre ce qu'est un risque et savoir l'exprimer avec les propres mots au niveau de maturité attendu, oui, parce que fondamentalement, on va vous aider à exprimer et soit vous avez déjà une certaine capacité pour les exprimer, on va vous dire, OK, pour nous, c'est acceptable à ce niveau-là, regardez dans le pré-diagnostic ce que vous pourriez améliorer. On est bien d'accord qu'on est en pré-diagnostic, donc dans un cadre d'audit, hein, d'évaluation. On n'est pas dans un cadre de conseil où on soumet les réponses. Donc, on peut guider, mais c'est à vous de faire le travail. En revanche, dans les actions de formation, on aura une action spécifique sur la réflexion autour de ces risques. Là encore, on ne sera pas à faire le travail, mais on sera à vous aider à comprendre, à assimiler les notions essentielles pour que pour ce niveau de maturité, du label Smart & Security, vous sachiez rédiger avec vos propres mots, avec une certaine approche méthodologique néanmoins, ces risques. Voilà. Combien de séances collectives prévues en formation-action? Quelle taille de groupe? Alors, c'est un minimum de 5 entreprises et le maximum, Laurent, c'est une dizaine. Ouais, maximum. Enfin, fondamentalement, il faut quand même se donner la possibilité de pouvoir échanger. Et puis après, il faudra qu'on gère aussi la répartition des groupes, certainement. Si jamais il y a des contraintes de confidentialité ou de concurrence, il faudra qu'on devra gérer ça également. Et fondamentalement, un groupe de 5-8 personnes, ça me semble bien, parce qu'il y a de la matière pour pouvoir faire les groupes d'animation, pour pouvoir faire des exercices spécifiques sur des sujets et apporter des réponses et qu'il y ait de l'échange et du temps pour l'échange. Voilà. Après, combien il y a de séances, c'est prévu et les sujets sont déjà prévus. Il y en a 3. Il y aura un sujet sur spécifique à la cybersécurisation des composants IoT. Il y aura un deuxième sujet sur la conduite de projet, de façon à pouvoir garantir à l'instant T le niveau de cybersécurité. Mais nous, ce qui nous intéresse avec Digital 113, c'est qu'il y ait la rémanence. Hein. C'est que si vous êtes conforme à aujourd'hui, c'est que vous soyez conforme dans 2 ans ou 3 ans. Donc, il faut mettre en place les dispositifs pour que ça soit alimenté. Donc, il y a ce travail-là sur le processus pour garantir. Et puis, troisième réunion qui permettra de refaire un focus par rapport aux non-conformités qui peuvent être résiduelles sur le groupe pour pouvoir essayer de les couvrir par rapport aux interrogations. Et donc, être prêt pour la labellisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Qui fera partie de ce comité? Du comité de labellisation final, c'est ça, je pense. Alors, il n'est pas encore de labellisation, oui. Il n'est pas encore constitué. Nous, c'est Digital 113 qui va constituer le comité de labellisation. Donc, on a déjà quelques entreprises expertes aussi de la cybersécurité qui sont identifiées, mais on n'a pas encore validé ce comité-là. Voilà. Mais en tout cas, c'est des entreprises externes au label. D'autres initiatives comme ça ailleurs, d'autres labels équivalents dans la démarche. Alors, sur les labels, on peut reprendre sur ce que j'ai mis dans les slides au début, hein, des labels sur l'IoT, la cybersécurité de l'IoT, il y en a quand même un paquet, si jamais vous recherchez. Il y en a on a cité très rapidement celui de l'ANSSI, parce qu'il était franco-français. À niveau européen, vous avez celui de l'ENISA. On a regardé aussi les labels qui pouvaient exister d'un type initiative d'entreprises très particulières. Donc, j'ai cité en particulier celui de Digital Security parce qu'il était sorti en même temps que le nôtre, IQS. Il y a les sujets purement technologiques. Donc, par exemple, les OWASP qui peuvent traiter, il y a des OWASP spécifiques appliqués à l'IoT, etc., etc. Alors là, si jamais on commence à rentrer dans les sujets normatifs de type IEC 62443 ou ISO 21434, etc., fondamentalement, c'est la marche d'après. Donc, le lien, aujourd'hui, il n'y en a pas, puisque fondamentalement, ce n'est pas ce niveau de complexité qu'on va avoir. Il faut voir que, par exemple, la référentiel ISO 21434, l'IEC 62443, je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas dire, mais un ISO 21434, c'est au moins une centaine d'exigences, si ce n'est pas 200.
avec des exigences qui sont très détaillées, très spécifiques, un volume, des niveaux de granularité qui sont extrêmement fins, avec des niveaux de preuves qui sont beaucoup plus importants, etc. Le label Smart & Secure IoT, en termes de dimensionnement et de volumétrie, c'est 34 exigences, fondamentalement, qui permettent d'avoir un aperçu à 360 de la première marche à franchir. Donc, en conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous êtes conforme à ces 34 exigences du label, bah déjà, si jamais vous passez à la marche d'après, vous décidez de passer à la marche d'après, que ce soit de l'ANSI, que ce soit du NIST, que ce soit du ISO, IEC, EN et quelque chose, ou les référentiels de type mise en conformité safety, des SIL, des SAR, des SAL, etc. Bah à partir de là, vous aurez déjà des éléments de réponse partielle que vous allez enrichir avec le niveau de complexité de ces exigences. Donc, pour moi, je le redis, c'est une première étape à franchir, une première marche à franchir pour, si jamais ça vous intéresse, obtenir ce type d'agrément IEC, EN, ISO. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-on connaître d'avance les 34 exigences pour se situer par rapport à l'objectif? La réponse est forcément oui, parce que comment vous voulez être audité si jamais vous ne connaissez pas le contenu du référentiel? C'est évident. Donc, dans la mesure où effectivement vous manifestez un intérêt par rapport au sujet, forcément on va vous mettre au courant du contexte du label. Dans quelle modalité, ça c'est peut-être affiné, il faut que je vois ça avec Angélique. Je pense que mon ingénieur qui intervenait, qui était pilote sur ce projet, saurait mieux répondre. Donc là, je botte en touche ponctuellement et puis on saura vous apporter cette réponse. Mais fondamentalement, maîtriser le périmètre, c'est évident. Mais d'ores et déjà, sachez qu'il y a le produit, il y a le data center, il y a la partie restitution, interaction IHM et l'interconnexion de tout ça. Voilà. Pour l'avoir maintenant? Oui, bon, on échangera, on a vos coordonnées de toute façon. On pourra poursuivre les échanges. Ouais. Ouais, après, voilà, vous avez de toute façon mes coordonnées. Normalement, tout le monde a eu mon mail de confirmation pour le lien d'inscription. Donc, si vous êtes intéressé pour rentrer dans la démarche et dans l'accompagnement, vous avez juste à me contacter directement pour qu'on démarre voilà, l'accompagnement. Si vous voulez plus de détails sur la partie administrative et comment ça fonctionne, voilà, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées. Vous les avez aussi par mail. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, qui souhaitent le dire. Voilà. Très intéressant. Très bien. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. C'est un bon tour, hein, de toute façon. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à, hein, il faut qu'on. Hein. Il n'y a plus qu'à, voilà, ceux qui il sont… faut effectivement se lancer. Ce que je conseille de faire, parce que c'est vrai que le restant à charge par rapport au temps passé, à tout ce qu'apporte la démarche, est vraiment plus que raisonnable, ne serait-ce que en ce que vous économisez par rapport à un audit traditionnel qui va se répéter si jamais vous avez à le subir. Voilà, vaut mieux anticiper cette charge qui est minime que de devoir la subir à un temps qui est jamais le bon moment. Voilà. Et à savoir que ça ne durera pas dans le temps et que voilà, cette aide financière a un temps limité, donc jusqu'à la fin juillet. Merci à tous. Merci pour le témoignage, Jérôme aussi. Merci à tous. Avec plaisir. Au revoir. Et bon appétit. Au revoir. Bon appétit à tous, à bientôt. Au revoir.